La culture du viol s'inscrit dans un contexte social qui objectifie le corps des femmes, nie leur sexualité et leurs désirs, et utilise la peur de la violation de leur intimité comme outil de domination et de contrôle. Roman Polanski est accusé dans une nouvelle affaire de viol. La parole des victimes, quand elles sont encore des victimes, est considérée méprisée. En 2020, 94 000 femmes ont été victimes de viols ou de tentatives. Seulement 12% ont porté plainte. Ces femmes, hier, ont été traitées de menteuses. Ils nient le traumatisme qu'on a vécu. Ça renvoie aussi à cette position de domination qu'elles ont subie. Au sein même d'associations engagées contre les oppressions, des agresseurs sexuels s'infiltrent pour en dévoyer la cause et y reproduire la culture du viol. La protection animale ne fait pas exception. Les associations de défense des animaux traitent-elles plus mal les femmes que les animaux qu'elles sont censées défendre? La cause animale est-elle sexiste? Durant l'année 2021, Loopsider et Mediapart ont révélé plusieurs cas d'agression sexuelle envers des militantes. Basées sur de nombreux témoignages de victimes s'étant manifestés sur les réseaux sociaux, ces enquêtes mettent à jour un phénomène d'infiltration du milieu animaliste par des prédateurs sexuels. Le milieu animaliste est un mouvement majoritairement féminin. Souvent, il n'y a pas énormément d'hommes, il y a un homme, 2 hommes sur 10 personnes qui militent. Mais ça va être cet homme ou ces 2 hommes-là qui vont tenter de diriger toutes les prises de décision. Conscients que la force du nombre est privilégiée pour marquer les esprits, ces agresseurs profitent des actions et manifestations pour approcher leur cible. Leur forçage, dans une logique où s'exerce la culture du viol, confine au harcèlement, des dick pics aux attouchements. Bien que ces profils soient signalés aux référentes et référents, les alertes sont minimisées, voire occultées, et les sanctions se font attendre. Des violences sexuelles, il y a eu des abus sexuels, puis mon nom, quand je disais non, mon nom n'était pas respecté. Ça a fini que j'ai été blessée. J'ai su plus tard qu'il y avait eu différentes plaintes à son égard, des femmes qui s'étaient plaintes de lui bien avant moi, puis bien avant tout ce qui m'était arrivé, mais il a quand même continué à progresser dans l'association. Parmi les différents cas, un profil dangereux comme William faisait déjà l'objet de signalements avant d'être engagé auprès de ces associations. Dans ce cas précis, L214. C'est après le viol d'une militante et face à l'ampleur du scandale que ce dernier fut enfin évincé de la protection animale. Aujourd'hui, je veux parler d'abus sexuels. Je n'aurais jamais pu croire que cela m'arriverait. Le 3 novembre 2019, j'ai été violée par William. Nous nous sommes rencontrés en mai 2019. J'ai pensé qu'il était gentil, respectueux, charismatique. J'ai certainement admiré le travail qu'il faisait avec les animaux. Je n'ai pas pensé un seul instant qu'il ne respecterait pas le consentement. Quand il m'a demandé s'il pouvait m'embrasser, j'ai dit non. Mais il a continué à demander de m'embrasser et à insister. Puis j'ai fini par avoir des relations sexuelles avec lui. Tout au long, ce fut terrible. J'étais blessée. Il m'a forcée à avoir un rapport anal, même s'il n'a pas obtenu un oui de ma part. J'étais en état de choc. Il m'a été très dur pour moi de comprendre que le fait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un était dû au fait qu'il me manipulait et que je ne pouvais rien faire. Nous étions tout le temps avec le reste des militantes. Nous travaillions et je me sentais un peu mal à l'aise parce qu'il avait une attitude autoritaire. Le 1er novembre, nous sommes allés dans une autre ville. J'étais vraiment en colère et affligée. Il m'a demandé, plusieurs fois, si je pouvais avoir des relations sexuelles avec lui. J'ai dit non et il a continué d'essayer. Il m'a forcé à lui faire une fellation au moins 2 fois. Il continuait à me forcer, à le toucher et il se mettait dans une colère noire si je m'y opposais.
Je me suis sentie utilisée et en danger. Il a mentionné à mes amis que le 3e soir, il a essayé de m'embrasser. Et j'ai dit non, parce que je ne voulais pas paraître si facile. C'est pourquoi, d'après lui, il est important de continuer à insister et que les hommes ont le droit de rendre les femmes mal à l'aise pendant 5 secondes. Cette nuit-là, j'ai beaucoup bu. Je me souviens juste être allée au lit avec mes vêtements et mon maquillage. Je me souviens que la veille, William m'avait demandé si je voulais qu'il loue un Airbnb, juste pour nous deux. J'ai dit non. J'étais paranoïaque et je voulais évidemment rester avec le reste de l'équipe. Le lendemain, je me suis réveillée nue sous les draps. J'avais envoyé beaucoup de messages vocaux à une de mes amies pour lui dire à quel point j'étais ivre et à quel point je ne me sentais pas en sécurité avec William. Il y avait des signes clairs qu'il avait abusé de moi pendant mon inconscience. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai attendu si longtemps pour en parler. L'une d'entre elles était que je ne voulais pas que le travail qu'il faisait pour les animaux soit ruiné à cause de moi. Mais encore une fois, comment quelqu'un qui est censé se battre pour la libération des animaux et contre l'injustice peut-il abuser d'un autre être humain ? Le témoignage d'Adriana est représentatif des mécanismes de manipulation et d'emprise qu'exerce ce type d'agresseurs sur leurs victimes, trop souvent couverts, plus ou moins consciemment par leur entourage. Le mécanisme est le suivant. Un homme fait une proposition ou envoie un signal d'ordre sexuel. La femme refuse, l'homme repropose, la femme refuse à nouveau. Le schéma peut se reproduire pendant un temps assez long. Parfois, elle finit par céder, par lassitude, par peur, par crainte, ou bien elle se sent obligée. À la suite de ces révélations, François Carreau, cofondateur de DX France et ami de William, se désolidarise de l'association et nous livre que, bien que tous les signes de masculinité toxique aient été sous ses yeux, il les a ignorés en espérant que son ami changerait. Ces techniques visant à déstabiliser, isoler et contraindre leur proie sont propres aux pick-up artistes ou autres coachs en séduction et experts en chosification de la femme. Quelques années auparavant, William Burkhart réalisait pour Arajdi Bazar, pick-up artiste notoire, un documentaire sur leur passion commune, la drague lourde et les arts martiaux. Dans cette dernière discipline, William Burkhart était déjà connu pour ses clichés d'athlètes féminines dénudées, réduites à leur physique. He published some pictures, of women, sexy pictures, jiu-jitsu women. What do you think? Do you think it's good for the sport or what about it? I don't know what they have in mind. Like for me, I don't want to judge, like I don't like it. For me, I don't do. I think we have, women have much more to show than just a body. I think, all the girls took too long to get the respect on the mat. Les photos et vidéos de Burkhart s'inscrivent dans cette domination masculine réifiante, réduisant la femme à un enjeu de possession et de domination. En France, ces codes sont étroitement liés à une frange d'influenceurs d'extrême droite dont l'idéologie est totalement incompatible avec la défense des droits des animaux non humains et humains. Il y a une sexualité de prédateur masculin qui est à l'origine de l'humanité et qui repose sur la violence, qui repose... C'est le coq dans son poulailler, oui, ça c'est... Exactement. Combien de temps les crimes de prédateurs sexuels tels que William seraient-ils passés inaperçus sans le courage et le témoignage public d'Adriana ? D'autres victimes d'abus sexuels se sont manifestées depuis et dressent un constat effroyable. Ces agressions sont banalisées au sein du milieu et gangrènent la base militante, détournant ainsi de nombreux membres et bénévoles de la cause animale. Il y a plein de femmes qui sont en train de quitter le mouvement animaliste ou qui l'ont quitté définitivement à cause des problèmes d'insécurité. Il y a des femmes qui ne veulent plus revenir. Surtout que quand elles sont toutes seules à le dénoncer, elles sont mises de côté. Considérant que ces témoignages pouvaient nuire à l'image du mouvement, les référentes et référents n'ont pas cherché à résoudre les causes de ce problème, infligeant ainsi une double peine aux victimes.
La réaction non seulement de mon co-référent et plus globalement de L214 a été mauvaise ou insuffisante, puisque concrètement, mon co-référent de l'époque m'a dit que il pensait aux animaux en premier, que concrètement c'était le nombre qui comptait plutôt que la qualité des participants à nos actions, et peu importe si l'homme en question avait déjà harcelé plusieurs femmes, peu importe s'il était dangereux pour d'autres éventuellement, ce qui comptait c'était qu'on soit nombreux. Dans chaque secteur où la domination masculine règne, l'encadrement permet de silencier les victimes, sous prétexte que leurs déclarations infligeraient du mal à la cause. On accuse leur voix d'être responsable de la décrédibilisation du mouvement. Souvent, on est membre du même parti, on défend les mêmes idées, les mêmes valeurs. On ne tient pas à entacher l'image de l'institution, ni à entacher le travail de celles et ceux qui font un boulot difficile et efficace au quotidien. Et donc, on a tendance à vouloir protéger l'institution. Pour L214, l'exclusion de personnages problématiques relève plus d'un damage control qui vise à protéger, au cas par cas, l'image de l'association et non pas à régler un problème endogène. Les coordinateurs du réseau de bénévoles de L214 ordonnent de nouveau l'exclusion de ce militant. Mais très vite, Léo Lester, le responsable des campagnes agroalimentaires de l'association, remet en cause la prise de parole publique de Lucie. Enfin, si ces méthodes de culpabilisation ne fonctionnent pas de la part d'un référent ou d'un chargé de campagne, c'est la direction elle-même qui s'en mêle. Outre les phénomènes de culpabilisation, on constate des procédés d'intimidation de la part d'harceleurs utilisant leurs prérogatives au sein d'associations pour faire taire leurs victimes. C'est le cas de Michael, community manager et co-référent au sein de Cétacé, qui, sur les réseaux sociaux, n'hésitait pas à employer le compte officiel de l'association pour menacer celles refusant le silence. Une autre méthode utilisée pour museler les victimes d'abus sexuels repose sur l'instrumentalisation de l'appareil juridique. Menaces, dépôt de plainte, les agresseurs ne se privent pas de ces moyens. Quand on connaît l'accueil réservé aux femmes victimes de harcèlement ou de violences sexuelles dans les commissariats, on peut douter de la protection juridique, celle-ci devenant plus un moyen de pression, voire un traumatisme supplémentaire qu'une véritable prise en compte. La première chose qui pose problème quand une victime va porter plainte, par exemple au pénal, c'est l'accueil, déjà. L'accueil dont elle va être victime quand elle va venir porter plainte. Moi, j'ai des clientes qui me font des retours de plainte qui sont inadmissibles. À la deuxième question, on va leur demander comment elles étaient habillées. Les femmes, elles ont peur et elles savent aussi très bien à quel point c'est compliqué. Au niveau de la justice, qu'il y a très peu de cas de harcèlement, etc., qui sont vraiment punis. Quand vous avez 10 questions comme ça qui viennent présupposer que vous êtes peut-être coupable de ce qui vous arrive, et bien là, il est là le premier frein. Lorsque la lanceuse d'alerte, créatrice du blog Plus jamais dans la PA, cherche à faire évoluer la cause sur ces sujets, L214 fait pression par le biais de son avocate, la mettant en demeure de cesser sa démarche et de révéler son identité ainsi que son adresse. La position des prédateurs au sein des structures et les relations qu'ils nouent avec la direction leur donnent un ascendant sur les victimes et les maintiennent en activité, même lorsque l'alerte a été précédemment donnée. Tout comme François Caraud, Sébastien Arsac et Brigitte Gauthier, pour ne citer qu'elles, refusent de voir la nocivité dans le comportement de certains individus de leur entourage. Et se font parfois, malgré elles, le relais de personnalités médiatiques inquiétantes quant à leur passé d'harceleur ou leur fréquentation. Là, on les voit dans le reportage, à la télé et tout, que les animaux ils sont maltraités, c'est affolant quoi. Quel reportage t'as vu par exemple? Hugo Clément, je sais pas si tu connais. Je connais, c'est nous qui l'avons emmené dans les. C'est vrai? Ok. Sur la vidéo. C'est vrai? Pour rappel, Hugo Clément, à l'époque en école de journalisme, a fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour avoir harcelé une de ses camarades en raison de ses origines. Moi je m'excuse quand j'ai fait une faute, et il n'y a pas de faute. Autre figure emblématique du mouvement, relayée par ses associations, Rémi Gaillard a par le passé usé des codes de la culture du viol dans 2 vidéos d'agression sexuelle qu'il présentait comme de l'humour. Bah oui, là j'ai les féministes un peu au cul quoi. T'as eu qui? Bah
Des associations, j'ai beaucoup de messages. Là, je me fais insulter pas mal sur les réseaux sociaux. Ça donne quoi les insultes d'assos féministes C'est des trucs qui sont longs et chiants à lire. Moi, j'ai envie de leur dire, retournez faire la vaisselle. Non, je déconne. Faites bien le montage, ne coupez pas là. Face à la souffrance d'un être humain ou d'un animal non humain, il y a deux attitudes possibles. Soit construire un mur d'indifférence ou au contraire, s'ouvrir s'ouvrir à la compassion. Face aux multiples actes de prédation sexuelle en son sein, L214 a fait le choix du mépris. Lorsque ces faits sont enfin évoqués dans les médias, L214 les qualifie de clickbait, de piège à clics, afin de délégitimer les enquêtes et les témoignages des victimes. Bien que la direction déclare avoir depuis mis en place des actions de prévention, d'évaluation et d'alerte, une simple charte est-elle suffisante ? À ce jour, la direction n'a pas présenté d'excuses aux victimes, ni pris de mesures concrètes pour éviter que ces violences sexuelles ne se reproduisent. La lutte pour la libération animale ne peut être gagnée si des prédateurs sexuels la gangrènent et que des associations les couvrent. L'heure n'est plus à l'individualisation des cas d'abus sexuels. L'omerta doit cesser. L'antispécisme est le rejet de toutes les oppressions, y compris celles envers les animaux humains. Les privilèges se nichent dans le fait qu'on se tait. Plus on va garder le silence et moins en fait on va réussir à démonter le sexisme du mouvement. Nous devons continuer la lutte en assurant la protection des animaux humains de la même manière que nous luttons pour les animaux non humains. À celles qui ont parlé et qui encore aujourd'hui ont le courage de briser le silence, vous êtes une source d'inspiration pour celles qui vivent encore dans la peur. Que tous nous fassions entendre notre voix.